Alors, dans l'épisode précédent, nous avons assemblé tous les composants de la voiture électrique, suspendu le pont arrière et démarré le moteur. Le plan pour cet épisode est de réaliser le système de refroidissement pour pouvoir tester correctement la voiture sur le terrain. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Une nouvelle livraison de pièces détachées est arrivée. Je suis allé chercher le radiateur d'huile pour la boîte automatique, le radiateur principal, ainsi que les tuyaux, les durites pour les raccordements, les colliers de serrage et la pompe de surpression. Je vais maintenant tout nettoyer, essayer d'adapter les pièces à la voiture et les installer. Le radiateur est celui d'une Nissan Leaf. Le radiateur d'huile vient d'une Daewoo, il me semble. Je ne me souviens même plus exactement. J'ai choisi un modèle avec raccord des deux côtés et forme étroite. Le tuyau est spécial, il résiste à l'huile et à l'essence, et il a le diamètre nécessaire pour la pompe. Je voulais prendre celui d'une Nissan Leaf, mais il était plus cher. Nous avons pris d'une Nissan X-Trail. Des colliers de serrage, et il y a aussi toutes sortes de petites pièces comme celle-ci pour raccorder le radiateur d'huile. J'ai commencé un premier essai de montage du radiateur, il n'a pas trouvé de meilleur emplacement que là-bas. Il va légèrement changer son angle d'attaque, il sera un peu plus haut et incliné. Voilà, j'ai déjà commencé à fabriquer une petite barre de fixation pour lui. Là, je réfléchis à comment le fixer proprement, sans bricolage, et il faut aussi anticiper pour laisser de la place aux tuyaux, afin d'éviter les plis. Pour l'instant, nous n'aurons pas de ventilateur. Je ne pense pas qu'on arrivera un jour à chauffer le moteur au point d'avoir besoin d'allumer le ventilateur. Après, il ne reste à faire. Il suffit d'installer tout ça, de raccorder et de tester. C'est à cela que s'est attelé Kolia. Comme ça, sans aucun pli, ça va vraiment très bien ici, n'est-ce pas? On va le fixer juste ici, alors. Ça doit arriver ici. Ici, donc, on va bien couper comme ça, en laissant une petite marge. Pour refroidir la boîte automatique, nous avons décidé d'installer temporairement ce radiateur. Nous comprenions qu'il était très probable que nous remplacerions finalement la boîte par une similaire, mais mécanique, qui n'a pas besoin de refroidissement. C'est pourquoi nous fixons le radiateur de façon symbolique. Faisons un récapitulatif du système de refroidissement, passons en revue les éléments, quoi va où et à quoi cela se connecte-t-il. Nous ne nous sommes pas trop éloignés du schéma d'usine, nous avons juste apporté quelques ajustements en fonction de notre configuration. Du moteur, la canalisation va directement au radiateur. Du radiateur, elle sort vers le vase d'expansion. Du vase d'expansion, elle va au PDM, traverse le PDM, va à l'onduleur, traverse l'onduleur, puis, en passant par la pompe électrique, revient au moteur. On obtient ainsi un circuit fermé qui, en principe, devrait fonctionner. Il n'y aura pas de température élevée ici. Et elle va tenir le coup, c'est certain. Notre objectif est de tester la voiture en général, voir comment elle roule, où elle va et ce qui ne va pas. Encore une fois, on a des incertitudes avec la boîte automatique. Ce n'est toujours pas clair. Est-ce qu'elle va rouler ou pas? Les roues tournent surélevées, mais on ne sait pas comment elle va se comporter en roulant. Même au sein de l'équipe, nous ne sommes pas d'accord si elle va rouler ou pas. En première vitesse, elle va peut-être avancer un peu. Mais passera-t-elle les vitesses? Fonctionnera-t-elle lors du relâchement de l'accélérateur? Comment le moteur électrique se comporte avec la boîte automatique? Comment gérer ça, surtout avec une manette de jeu? Ça reste un mystère. Connectés, les freins sont étendus sur l'essieu avant. Nous ne toucherons pas l'essieu arrière. Même si nous y allons, les freins avant nous suffiront amplement. Il ne reste plus qu'à les gonfler et la direction. Nous avons tout prêt pour le barreur. Notre objectif est maintenant de remplir le liquide de frein et de purger les freins avant. Pour cela, pour l'instant, on utilise cette tige. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Remplir d'eau. Pour l'instant, on va remplir le système de refroidissement avec de l'eau distillée, car il n'y a pas de raison d'utiliser du liquide de refroidissement tant qu'on ne sait pas si c'est étanche. Comment tout cela fonctionne-t-il? Nous allons tout vérifier maintenant, et ensuite, on verse de l'huile dans la boîte automatique pour complètement purger le système. Pendant qu'Alexei règle la connexion du bloc avec « Oh, ça coule, ça coule, ça coule ». Ça veut dire que le liquide de frein est déjà arrivé ici et va bientôt arriver là-bas. C'est arrivé là-bas. Attends, ne laisse pas couler s'il te plaît. Voilà, on a presque purgé les freins. Regarde comme tout circule. Revenons à notre levier. Le levier sert à purger les freins pendant qu'Alexei règle le bloc de commande du maître cylindre de frein. Il fonctionne, fabriqué à partir de matériaux de récupération. Il fonctionne très simplement, comme un levier. C'est justement avec lui que nous allons purger les freins. Regarde, l'air commence déjà à sortir partout. Nous allons demander de l'aide à Alexandre. Au final, après 15 minutes de ces mouvements simples, les freins sont purgés et nous pouvons passer à la suite. L'étape suivante concerne le système de refroidissement.
Pour l'instant, nous versons simplement de l'eau distillée ordinaire pour tout vérifier. Et puis, en hiver, évidemment, notre voiture ne roulera pas non plus dans la rue. J'espère. Il ne reste qu'à mettre de l'huile dans la boîte de vitesse et en théorie, on peut partir. Comme nous n'avions pas de jauge, nous ne pouvions pas vérifier le niveau d'huile et par précaution, nous avons ajouté 1 litre. Ensuite, nous installons la batterie pour démarrer l'électronique. Et enfin, le tout premier vrai démarrage. C'est bon, on peut appeler. Hein? Oh! Voilà, c'est tout. Bublik, écarte-toi, sinon l'huile va être pompée. Je le sens, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'huile, ça tourne. Alors, quelqu'un peut-il appuyer sur les freins? Je vais expliquer un peu. Pour l'instant, ce grand levier fait office de pédale de frein. C'est pour cette raison que nous ne nous en éloignons pas trop. Le voilà, tu vois? Oui, un tout petit peu. Et la jauge, elle va où? Eh bien, ce sont les disques de friction qui brûlent. Il va falloir rajouter de l'huile. Donc, le moteur tourne, mais rien ne se passe. Nous avons fait tourner le moteur, de la fumée sortait de la jauge et nous avons décidé d'ajouter de l'huile, plus 1 litre supplémentaire. J'aime la façon dont il s'allume. Il nous reste à installer un interrupteur à bascule comme celui-là, et pour que ça scintille. Après quoi, nous faisons tourner à nouveau le moteur et encore une fois, rien ne se passe. Eh bien, presque rien. Quoi donc? Toi? Sania? Je me dis, c'est ça, la voiture est en train de bouger. Vraiment. On nous a dit que nous avions besoin d'un coup de pouce, peut-être de quelque chose. Après quoi, ce qui suit s'est produit. Ou alors on a ce type, on lui a parlé, il dit qu'elle a des valves là. Eh bien non, il a dit que si vous le faites simplement tourner, il est en mode stupide, en première ou en troisième. En cas d'accident, il ira quelque part de toute façon. Quoi? Personne n'a poussé? No, not really. En bref, il n'y a pas assez de pétrole à la fin. Peut-être qu'il faut le mettre à niveau dans chaque mode? Bref, vas-y, Sania, plus d'huile, on va lui donner encore un peu d'huile jusqu'à ce qu'elle commence à faire. On va verser 1 autre litre d'huile et continuer le test. Ah 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 ah! Elle vient après tout. Ici, nous avons décidé que le problème était un manque d'huile. Nous allons probablement verser 1 autre litre. À ce stade, il est devenu clair qu'il est possible d'adapter une boîte de vitesse automatique à nos besoins, mais qu'il serait plus simple d'installer une boîte manuelle et de simplifier le mécanisme. Il ne reste plus qu'à acheter une nouvelle boîte de vitesse. Bon, c'est tout. Ah, attends, on n'a toujours pas de marche arrière. Si on a réussi à avoir la première, le drive, on a vérifié? Il y a la marche arrière dans la boîte. Essaye maintenant en arrière. C'est justement ce que je veux faire. Il y a la batterie. Peut-être qu'elle ne voulait pas aller vers la batterie. Où est la marche arrière? Drive, parking, marche arrière. C'est ça? Qui conduit en automatique? Regarde, après le drive, c'est la suivante. La deuxième. La deuxième, c'est la marche arrière. On suspend le pont arrière en l'air et on fait tourner la boîte sur tous les rapports, essayant ainsi de purger tout le système. Après cela, satisfait, nous reposons la voiture au sol avec la ferme intention de partir. Mais là, encore un échec. C'est bon, cette fois je pars vraiment en avant. Succès. Si le succès est là-bas, alors j'y vais. Là-bas, oui. Ensuite, encore 20 minutes de tests et discussions et à nouveau, aléatoirement, la voiture démarre parfaitement en douceur et roule très bien. Après quoi, elle s'arrête et ne réagit plus du tout à la pédale d'accélérateur. C'est là que nous en sommes venus à la conclusion qu'il aurait mieux valu qu'elle ne roule pas du tout. Et nous aurions tranquillement abandonné cette idée pour commencer l'installation d'une boîte de vitesse manuelle. Le radiateur est tiède. Ça veut dire que la boîte chauffe? Donc il y a de l'huile dans le radiateur. Au final, nous avons vérifié le radiateur d'huile. Il y a de l'huile dedans et il est tiède, ce qui signifie que le système fonctionne et que l'huile circule. Par précaution, nous versons le dernier litre d'huile, puis encore un dernier litre et on tente à nouveau. Eh bien, soit notre boîte est morte. Voilà, elle est amorcée. Il y a assez d'huile dedans.
Et comme vous pouvez le voir, c'est encore un fiasco. Et là, grâce à nos efforts, nous avons remarqué une régularité. Si on engage la vitesse, c'est-à-dire le mode drive, au moment où le moteur tourne un peu, alors tout fonctionne parfaitement. Nous avons aussitôt vérifié cette théorie. Et c'est bien ce qui s'est passé. Voilà, et elle avance. Mais quand on s'arrête, elle n'avance absolument plus du tout. Vraiment. Oui. Putain, le système marche d'une certaine façon. Si j'appuie un peu sur l'accélérateur, elle avance un peu. Là, elle n'avancera plus. Là, c'est la deuxième fois. Voilà, la deuxième fois, elle n'avance plus. Bon, qu'est-ce que vous en pensez si on la pousse quand même et qu'il y a encore du monde juste pour faire un tour? Bon, simplement, ce n'est pas grave, doucement, lentement. Il ne faut pas accélérer, il suffit de rouler modérément, de faire demi-tour et de rentrer. Puisqu'on est déjà là, il ne fait pas encore nuit. Et contrairement à des centaines de commentaires affirmant qu'une boîte automatique ne fonctionnerait jamais dans un tel circuit, nous avons tout de même prouvé le contraire. Il ne reste plus qu'à régler quelques détails. Pour un essai routier, nous sortons la voiture sur un terrain d'essai fermé aménagé et, comme vous pouvez le voir, tout se dirige, se contrôle et roule parfaitement. Le seul problème, ce sont les freins. L'une des connexions s'est avérée défectueuse et nous roulions donc à vitesse minimale. Mais la réserve de puissance était énorme. En fait, nous appuyons sur le bouton à seulement 2 ou 3%. Faisons un petit bilan. Au départ, nous avons installé une boîte automatique. Et oui, c'était une décision discutable. Nous l'avons fait uniquement parce que nous avions cette boîte sous la main et nous avons pensé que le schéma devait fonctionner. Nous étions curieux de tester précisément cette combinaison en gardant à l'esprit qu'au moindre besoin, nous remplacerions cette boîte par une manuelle. Bien sûr, nous nous sommes d'abord rassurés qu'il existait des équivalents interchangeables en version manuelle. C'est justement pour cela que nous avons tout de suite fabriqué un support solide et tous les adaptateurs nécessaires. En plus des centaines de commentaires affirmant que la boîte automatique ne fonctionnerait jamais, il y a eu encore plusieurs centaines de commentaires disant que la boîte de vitesse ne nous était absolument pas nécessaire dans ce schéma. C'est en partie vrai. La voiture roulerait effectivement sans boîte de vitesse, mais pas longtemps. Nous en reparlerons un peu plus tard. Pour l'instant, nous rentrons la Bucanca dans le garage et continuons. Nous avons effectué des tests, tout le monde les a vus, et nous avons tout de même décidé d'essayer d'installer ici une boîte de vitesse manuelle. Elle roule avec quelques particularités, pas sans nuance, mais elle roule. La particularité, c'est qu'elle ne roule que si, après avoir mis en position parking, on fait monter le moteur dans les tours, et tant qu'il n'est pas complètement arrêté, on passe en mode drive, et alors elle avance. Elle réagit à l'accélérateur, elle accélère, on peut relâcher l'accélérateur, puis appuyer à nouveau. Tout est super, en gros tout nous convient, mais il y a ces petits détails. En plus, elle s'est mise à fuir de façon absolument incroyable. De partout. Des joints ici, au niveau de l'embrayage, et encore plus bas, au niveau du carter moteur. Ça ne sert à rien de la réparer. Nous allons essayer d'installer ici une boîte manuelle. Nous allons choisir une boîte manuelle qui s'adaptera à notre bride et nécessitera un minimum de modifications. Avant d'installer la nouvelle boîte, on commence par retirer l'ancienne, donc on pourra continuer. Nous avons pris une boîte chez des gars à la casse, à condition que je puisse la ramener si besoin. Bon, tout a l'air similaire, mais il faut mesurer. La boîte que j'avais apportée la dernière fois ne nous a absolument pas convenu. Elle ne s'est pas du tout adaptée au niveau de la cloche, et la longueur ne correspondait pas du tout non plus. On nous avait dit qu'en achetant n'importe quelle boîte, elle s'adapterait. Visuellement, elles se ressemblent toutes beaucoup, mais elles ont tout de même chacune leurs différences. Cette fois, tu as pris une autre boîte, et il s'avère qu'elle ne nous convient pas vraiment non plus. Mais au moins, il y a une chance de l'installer sur la voiture, car certains des trous vont correspondre. Pour le reste, on percera quelque chose. Mais l'essentiel, c'est qu'elle corresponde au moins à certains trous pour que l'alignement soit conservé. Il nous faut aussi acheter un disque d'embrayage pour elle, afin de récupérer la partie cannelée. Je vais maintenant essayer de l'installer sur la voiture. Voilà à quoi ça ressemble avec la boîte mécanique. J'ai vérifié, seuls les deux boulons du haut correspondent. Visuellement, l'arbre primaire est bien aligné. Avec le moteur aussi, tout est bien en place. Parmi ce que nous devrons modifier, il faudra changer la croix à l'arrière, ce manchon dessus, pour qu'il s'adapte à notre bride et retravailler la fixation du support en la déplaçant un peu plus vers la gauche. Sinon, apparemment, il ne sera peut-être même pas nécessaire de rallonger l'arbre de transmission, car ici il coulisse sur les cannelures. Il est possible que cette distance nous suffise, mais en principe, tout n'est pas si mal. Ce qui est aussi important, c'est que lors du choix, j'ai également fait attention à ce que le mécanisme d'enclenchement des vitesses soit de préférence linéaire. C'est-à-dire qu'ici, le passage des vitesses se fait uniquement de façon linéaire, donc dans deux directions. Ceci est la sélection du groupe et cela, l'enclenchement de la vitesse elle-même. Donc deux fonctions, tirer, pousser. Il n'y a pas de frein, rien du tout. Cela signifie que nous pourrons réaliser un contrôle à distance de la désactivation des vitesses, si jamais nous en avons besoin, au moins simplement pour l'avant et l'arrière. Voilà.
Bon, puisque nous avons décidé d'opter pour cette boîte, la première chose à faire, c'est de la laver. C'est le plus important, parce que franchement, elle a l'air dégoûtante en ce moment. Nous changeons l'arbre de sortie arrière et retirons toutes ces pièces superflues. Nous la mettons dans un état avec lequel on peut travailler, et nous commençons à travailler. Nous attendons le disque d'embrayage dont nous prendrons la partie centrale avant. Voici à quoi ressemble la boîte une fois nettoyée. C'est déjà plus soigné, on peut la toucher sans risque pour la santé. Eh bien, maintenant, il ne reste rien à faire. Il ne reste qu'à inventer adaptateurs, des entretoises, et à remettre la boîte à sa place légitime. Mais nous retirons tout ce qu'il faut de l'ancienne boîte. Le colis le plus urgent, le plus attendu est enfin arrivé. Il a mis 3 jours à arriver. On l'a attendu super longtemps, tout est enfin arrivé. Un panier et un disque d'embrayage d'occasion pour qu'on puisse installer la boîte manuelle. Tout cela va finir directement à la poubelle. On a dû payer plus cher, bien sûr, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est juste cette façade. Notre objectif, c'est de récupérer cette façade pour la combiner avec ce qu'on a déjà sur la boîte. C'est ce à quoi on va s'atteler maintenant. Les outils de tournage sont arrivés en même temps, donc il est possible qu'on fasse les premiers copeaux dès aujourd'hui. Je viens de les déballer. Le but, c'est de vérifier si ça convient à notre boîte. Parfait. C'est exactement ce qu'il fallait. On n'a pas attendu 3 jours pour rien. Alors qu'est-ce que je dois démonter maintenant ? Très probablement, il faudra percer toutes ces rivets pour retirer délicatement le centre et ensuite connecter ce centre à notre ancien adaptateur. Où est notre façade de Nissan Leaf donc ? Ensuite, il ne reste plus qu'à aligner tous les points de fixation, libérer la pièce et apprendre à utiliser le tour. C'est justement ce à quoi Kolia s'est attelé. Pour prendre un peu d'avance, je dirais que tout cela nous a pris un peu moins d'une journée. À ce moment-là, nous en avions assez d'aller chez le tourneur tous les jours, alors nous avons finalement décidé d'acheter un petit tour pour pouvoir au moins répondre à nos besoins les plus simples. D'ailleurs, si vous aviez prévu d'acheter une machine de chez Jet, c'est le moment idéal. Jusqu'à la fin novembre, ils organisent une promotion Black Friday avec d'excellentes réductions. D'ailleurs, c'est là-bas que nous avons déniché notre tour. J'ai démonté l'embrayage et le disque, c'est exactement ce qu'il nous fallait. J'ai mesuré précisément la face avant pour l'adapter à la mécanique. Il s'avère qu'il nous faut ici une distance de 20 mm. Maintenant, on va découper tout ce qui est en trop pour que ça ne gêne pas. Ici, c'est usiné, centré sur le tour. Quand on a usiné cette entretoise, j'ai demandé au gars que toutes les surfaces soient alignées en un seul passage. Et voilà, ce tube a une paroi épaisse. Il me semble qu'elle fait 35 mm, ou je ne me souviens plus exactement, en fait. Sans soudure. On usine un petit adaptateur d'ici à là, on presse le tout et on soude. Voilà, pour l'instant, c'est le plan. Je vais maintenant essayer de mettre tout ça en œuvre. Personne n'a vraiment travaillé sur un tour, donc on va apprendre, se former. Oui, en effet, dans notre équipe, personne n'a vraiment d'expérience avec le tour. C'est justement pour cela que nous avons pris un petit tour de table dont nous sommes finalement très satisfaits. J'espère qu'avec le temps, nous passerons à une grande machine professionnelle, mais pour l'instant, nous ferons les tâches complexes à l'extérieur et les tâches simples nous-mêmes, ce qui nous permettra de prendre la main et de progresser. J'ai fabriqué la première pièce, je l'ai usinée. Voilà, elle va venir s'insérer ici de manière très précise. Elle s'insère fermement, assurant que rien ne bougera absolument. Maintenant, l'idée principale est de préparer minutieusement cette pièce, de couper l'excédent de matière en un cercle parfait, puis de souder solidement ceci à cette bride métallique. Et ensuite, serrer toute cette pièce et usiner ici le diamètre nécessaire pour cela, afin que tout soit le plus aligné possible. Pour celle-ci, je n'ai pas encore décidé comment faire. Je vais sans doute d'abord couper l'excédent à la meuleuse, puis simplement finir proprement sur le tour. Ce sera probablement comme ça. Voilà le premier copeau, les gars. Magnifique. Après encore quelques passes, l'ensemble du montage est globalement prêt. Il ne reste plus qu'à tout assembler. La voici préparée. J'ai recouvert la partie sur laquelle on va ensuite s'appuyer. Je ne cesse de m'émerveiller devant cette table, on l'utilise partout, j'y fixe même les GoPro sur tous ces supports et je la pose de façon à ce qu'il n'y ait aucune attache en dessous, rien du tout, pour éviter que le dessous ne se soude à cause de la masse lors du soudage. Voilà, je vais pouvoir la faire tourner tranquillement comme ça et souder juste ici, avec une grande facilité. Peut-être même en un seul passage. Alors, dans mon grand enthousiasme et ma précipitation devant ce que j'arrive à faire, j'ai déjà même installé cette pièce, ici. Elle est entrée très facilement, juste avec un petit coup de marteau. En fait, j'ai à peine tapé
Vraiment, à peine, c'était incroyable. Ici, le chanfrein est fait, il y a un petit espace exprès pour que je puisse tout souder maintenant. Tout tourne. Il y a un voile ici sur la bride, mais cette fois la bride ne sert à rien. On pourrait même la couper, mais je ne l'ai pas fait, car cela n'a aucune importance. Toutes les cannelures sont de ce côté et de l'autre côté. Notre adaptateur est prêt. On l'installe. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'installer la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est en place, les deux boulons du haut sont alignés, et c'est déjà bien. Elle est centrée, tous les arbres sont connectés, tout tourne. On entend, là j'ai passé une vitesse, le moteur électrique tourne, rien n'accroche nulle part, tout semble aller bien. Maintenant, il faut ajouter des trous de fixation. Ici, 2, et probablement j'en ajouterai encore 2 en bas pour l'instant, afin de vérifier comment toute cette construction se comporte et fonctionne lors de la première sortie, concernant l'arbre de transmission. J'ai changé la bride arrière, installé le raccord, retiré le cache-poussière ici pour voir combien il y a de cannelures, la longueur des cannelures. Si on l'installe simplement comme ça, d'abord, les boulons ne pourront pas être vissés ici, et ensuite, il n'y a pas assez de cannelures. C'est pourquoi, pour l'instant, je vais mettre ici des entretoises pour la fixation. Je vais probablement fabriquer les entretoises à partir de cette bride. Je vais simplement la couper comme ça. Ici, c'est droit. Ici, c'est l'emplacement. Donc, tout devrait être précis. Nous n'allons pas chercher à atteindre des vitesses folles lors de la première sortie et par la suite, pour éviter de devoir refaire l'arbre de transmission, car cela coûte cher, nous ajouterons probablement une autre entretoise ici et une autre sur le bout de l'arbre, ce qui permettra d'enfoncer les cannelures à l'intérieur. Je remettrai le soufflet en place, tout sera remonté. Il reste encore la question ouverte du support arrière de la boîte de vitesse, celui-ci ne convient pas, la boîte est plus courte. Le cylinder block en principe convient à la boîte. Il faut juste avancer un peu le support par là-bas. Donc maintenant, je vais découper ça, l'avancer et souder une nouvelle console. Comme vous l'avez compris, toutes ces tâches, Kolia se les est fixées lui-même et, sans se contredire, s'est aussitôt mis à les accomplir. Au final, nous avons percé les trous manquants et y avons taraudé le filetage. Ensuite, nous avons découpé la platine de fixation du cylinder block et fixé solidement la boîte à sa place. J'ai découpé l'ancien support, je l'ai séparé de la plaque pour ne pas en refaire une nouvelle, ainsi que du tube, puis j'ai entièrement tout découpé. Et je pense même remettre ce tube de ce côté et en mettre un second de l'autre côté pour soutenir afin que la fixation ne s'affaisse pas. Comme vous l'avez compris, Kolia a réuni une excellente équipe et, après un plan d'action précis, il l'a exécuté. Et déjà à la fin de la journée de Kolia, nous avons obtenu ce magnifique résultat. Sur le plan technique, tout est prêt pour la partie mécanique. J'ai raccordé l'arbre de transmission. Ici, il y a de petites entretoises, des morceaux de l'ancien flasque. Elles s'insèrent ici dans la rainure. Elles ont une surface plane ici, donc, eh bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Temporairement ou non, je ne sais pas comment cela va se comporter. J'ai soudé cette pièce, je ne l'ai même pas encore soudée complètement, seulement de ce côté. Ensuite, quand on va tout démonter pour peindre, je souderai de l'autre côté, du côté opposé. On est pressé maintenant à cause du départ, parce qu'il va bientôt pleuvoir. Il pleut déjà en quelque sorte, donc il est vraiment urgent pour nous de partir. C'est pourquoi nous connectons tout maintenant. Il fait probablement déjà humide dehors. Nous allons tout camoufler ici avec du film étirable, au moins pour protéger, et nous allons essayer de sortir pour un test. Parce que l'hiver arrive, et tant que tout cela ne sera pas terminé, fermé et étanchéifié, nous n'aurons pas cette possibilité. Le délire ne faisait que s'intensifier, c'est pourquoi vous allez voir une telle création pour les sièges passagers afin de piloter ce miracle. Comme nous n'avons pas encore terminé le travail pour tout contrôler depuis la manette, il reste quelques points à régler. Voici donc à quoi ressemblent les places du conducteur et du passager. Telles quelles, des bâtonnets, des planchettes, des colliers de serrage, tout selon la grande tradition. Au final, nous avons décidé de ne pas attendre le beau temps, qui pourrait ne jamais arriver, alors nous avons emballé la voiture et l'avons sortie pour un nouveau... Je n'aime toujours pas du tout les freins. Apparemment, il leur manque la partie électrique, et c'est tout. Bon, on essaye ? Regarde, les freins. Regarde les freins. Regarde les freins. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne parfaitement. Il ne reste plus qu'à régler les freins et à tout connecter à la manette. Clairement, la boîte de vitesse manuelle est le bon choix. Et voici en quelques mots à quoi elle sert en fait.
En général, nous utilisons la boîte pour sa fonction principale, changer le rapport de transmission. Si l'on connecte directement le moteur électrique au pont arrière, on impose une charge importante au moteur électrique. Oui, bien sûr, les voitures électriques n'ont pas de boîte de vitesse, mais leur conception est complètement différente. Mais pour faire tourner nos roues de manière relativement correcte, elles restent tout de même nécessaires. Dans le prochain épisode, nous ferons un calcul simple et nous le démontrerons de manière visuelle. Merci à vous d'avoir regardé et que la hache vous apporte le bien.